possible par le soutien d'Incentive. On est une plateforme de gamification et d'engagement des équipes. On a le plaisir de travailler dans une vingtaine de pays, dans 15 langues, pour engager des équipes commerciales ou des réseaux de distribution. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le sujet, à contacter nos équipes. La page de publicité est terminée et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc. Est-ce que, Charlotte, tu peux nous faire le portrait de Jean-Luc? Alors oui, bien sûr. Alors Jean-Luc, vous êtes conférencier, expert en optimiste opérationnel et motivation et un ardent défenseur du potentiel humain au sein des organisations. Votre parcours académique commence par des études en management en France, aux États-Unis et au Japon. Vous êtes diplômé de l'université Paris-Dauphine avant de poursuivre un troisième cycle international à l'ISG. Votre carrière débute chez Procter & Gamble, un leader mondial des biens de consommation, et prend un tournant quand vous quittez votre emploi pour rejoindre l'entreprise familiale qui, au dire des experts, ne passera pas 6 mois de plus. Vous êtes ainsi confronté aux enjeux humains et stratégiques des organisations, affinant ainsi votre vision du management et de la performance. L'adversité vous frappe une deuxième fois sous la forme d'une affaire dont vous avez hérité et qui vous tiendra plus de 25 ans. C'est grâce à ce parcours que vous développez une approche unique et pragmatique, l'optimisme opérationnel, une philosophie qui combine action concrète et état d'esprit positif. Cette méthode que vous partagez lors de vos conférences et formations inspire aujourd'hui des milliers de managers et de leaders à travers le monde. Vous êtes également l'auteur de 5 livres, dont le best-seller L'optimiste opérationnel au travail, un manuel pratique qui mêle management, stratégie et leadership. Acclamé par les experts, ce livre aborde des thèmes essentiels tels que la résilience, la gestion de conflits et la capacité à fédérer des équipes autour d'une vision commune. Reconnu pour votre capacité à captiver les auditoires et à insuffler une énergie nouvelle, vous donnez des conférences dans des organisations de toute taille. À travers vos interventions, vous démontrez que le succès durable repose sur un management humain, inspirant et axé sur l'action. Aujourd'hui, vous êtes une figure incontournable du monde de la conférence sur les questions de motivation, en transformant les défis en opportunités, en alliant action concrète et optimisme. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. Bien, quel parcours, quel parcours. Alors Jean-Luc, en préparant cet entretien, tu m'as partagé cette aventure incroyable qui t'a amené à 27 ans, tout jeune, brillantes études aux États-Unis, au Japon, et puis tu arrives et tu dois reprendre une entreprise familiale qui est en quasi faillite. Mhm. Tu étais chez Procter & Gamble, tu avais une belle carrière devant toi, et puis finalement l'attachement familial, les efforts que tes parents avaient mis dans le développement Oui. de cette affaire t'ont finalement donné le sens de la responsabilité, et tu les rejoins. Et là, tu te retrouves face à une équipe dont certaines personnes, tu les connais très bien. Mm. Tu fais ton premier speech, Mm. et là, il y a une personne qui se lève, que tu connais très bien, qui t'a des liens amicaux, et qui te dit non, on n'y arrivera jamais. Mm. Les experts, les financiers, les clients, les partenaires nous disent que C'est ça. on doit fermer, et toi tu dis non, on va pas fermer. Il m'a dit ça alors que nous sommes en réunion avec toutes les équipes et que c'est mon tout premier speech ce jour-là. Et comme je suis un petit peu bosseur tout de même, j'ai beaucoup préparé ce speech et je suis arrivé en disant que bon, l'affaire était difficile, je vais vous mettre dans la confidence, vous savez bien de toute manière que les choses sont compliquées, mais je suis très optimiste, on va y arriver, ça va le faire, etc. Je suis très optimiste. Et c'est là que Pierre, puisqu'il s'appelle Pierre, cet homme qui ce jour-là m'enfonce et qui finalement me rend un service extraordinaire, c'est ce jour-là qu'il se lève en disant nous on n'y croit pas. Voilà. Et il se rassoit. Et c'est donc ce jour-là que je comprends pour la première fois tout l'intérêt de savoir penser autrement les situations et les hommes. Parce que si je pense de manière classique, au vu des chiffres, au vu de ce que disent tous les experts, en effet, Pierre a raison, dans 6 mois, on sera plus là. Et depuis longtemps. Mais c'est en sachant penser autrement, en se disant que le seul combat perdu est celui qu'on ne livre pas, qu'il y a un gros enjeu, les emplois et un patrimoine important qui s'en va en fumée un peu plus tous les jours, et en se disant aussi qu'on n'a peut-être pas tout fait pour bien faire vivre cette société, ben, c'est en pensant autrement cette situation que, finalement, au lieu de dire non au changement, je dis oui au changement et je décide de m'installer dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on va peu à peu bâtir un autre discours en pensant autrement tous les secteurs de l'entreprise,
en partant de la personne jusqu'au business, à la qualité produit, au prix, tout ça. Et en pensant autrement, on va finalement réussir à bâtir un collectif aussi déterminé que puissant et qui, avec le temps, bien sûr, tout cela ne s'est pas fait en un jour, et après que j'ai commis de nombreuses erreurs, eh bien, ce collectif parviendra à sauver l'entreprise réputée insauvable. Alors, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que ça part d'un optimisme affirmé, et finalement qui passe pas. L'équipe, elle y croit pas, elle dit oh, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça suffit pas. Et que l'optimisme, c'est finalement un peu la partie immergée de l'iceberg. Ce qui supporte la partie immergée, c'est tout ce qui est dans l'eau, c'est tout le quotidien du travail avec tes équipes, et c'est toutes les clés que tu décris dans ton ouvrage. Le fait d'être optimiste est évidemment une bonne chose, mais ça ne suffit pas, comme tu viens de le dire à l'instant. Et on a dépassé l'optimisme d'intention, l'optimisme de volonté dont on parle toujours, pour qu'on arrive à un optimisme fondé sur les faits et sur les résultats. C'est pour ça qu'il est opérationnel, parce que quand tu fondes un optimisme sur les faits et sur les résultats que tu as déjà obtenus, forcément il s'ancre davantage en toi et en les équipes que si tu restes sur un optimisme d'intention, tu sais, ça va marcher. Celui que j'avais délivré devant les équipes la toute première fois, j'étais encore inexpérimenté, j'étais un bisu la toute première fois, en leur disant ça va marcher, etc. C'est sympa, mais c'est sympa. C'est-à-dire que ça va pas assez loin. Et donc, on a pensé autrement les choses. En pensant autrement les choses, on a constaté un certain nombre de faits et un certain nombre de résultats. Et comme les résultats venaient, ils ont enclenché une dynamique positive qui ont créé de nouveaux résultats. Et c'est ainsi que l'optimisme des équipes s'est renforcé. Au départ, tout le monde était totalement pessimiste, y compris moi-même, il faut quand même le dire, parce que la situation était telle qu'on avait toutes les raisons d'être optimiste. Mais en inversant les choses, en pensant autrement chaque secteur de l'entreprise, encore une fois, on s'est appuyé sur des faits. Ces faits, on les a traités de manière dynamique. On a obtenu des résultats qui ont engagé et engrangé ou qui ont fait naître en quelque sorte de nouvelles initiatives qui n'ont pas toutes été couronnées de succès, mais qui ont elles-mêmes fait naître de nouveaux résultats. Et pop, 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 on est remonté, on est remonté, on est remonté. Et finalement, les équipes sont devenues non pas optimistes parce qu'il faut être optimiste, elles sont devenues optimistes parce qu'elles avaient œuvré pour obtenir des résultats. Et c'est pour ça que je parle d'optimisme opérationnel. Le côté opérationnel des choses est fondamental. Je ne suis pas du tout dans les incantations. Les incantations, si cela peut motiver certains, tant mieux. Ça va le faire, on va réussir, on va y aller. Très bien, parfait. Mais si l'on va plus loin, alors là, on soulève les montagnes. Alors on va commencer par peut-être par l'optimisme personnel. Tu vois, comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce que toi tu as travaillé pour dépasser cet optimisme d'intention, pour prendre confiance dans un environnement changeant, brutal, avec les banquiers qui t'appellent tous les jours. Et il y a un certain nombre de clés que tu donnes pour travailler d'abord, pour compter d'abord sur soi. En tant que leader, comment est-ce qu'on peut travailler sur son optimisme pour ensuite rayonner et mettre en place l'optimisme opérationnel avec les équipes? Alors, je dois te confesser, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais je suis un ancien pessimiste chronique. J'ai été élevé comme ça. Ma maman était quelqu'un de fondamentalement pessimiste. Elle avait peur de tout. Peut-être un héritage du passé. On va pas faire de psychologie comptoir. Toujours est-il que j'étais un pessimiste chronique. Et c'est peut-être avec une certaine volonté de ma part. Je ne peux pas retirer ça. Mais c'est en se confrontant à la réalité des choses que j'ai peu à peu changé de crèmerie et que j'ai fondé cet optimisme. Alors, pour répondre très clairement à ta question, on a dans notre entreprise fixé un certain nombre de règles. La première, c'est de voir les choses comme elles sont et non pas comme on pense qu'elles sont. Et ça fait toute une différence. Il y a des gens qui arrivent au bout de leur vie et ils ont été embêtés toute leur vie, ils se sont fait des montagnes avec toute une série d'événements et finalement, rétrospectivement, ils se disent mais en fait, l'événement lui-même n'était pas si important que ça. En revanche, ce que je pensais de l'événement a fait que ça m'a plombé ma vie. Et nous avons fixé donc parmi toutes les solutions qu'on a mises en place dans notre entreprise, une règle qui est chaque fois qu'il nous arrivait quelque chose, on regarde la chose pour ce qu'elle est, les faits, rien que les faits. C'est difficile, hein,
en laissant l'affect de côté et en ne faisant intervenir l'affect qu'une fois qu'on avait bien vu les faits. Et c'est comme ça que l'on bascule d'un optimisme sympathique dont on décrit tout à l'heure vers un optimisme qui est beaucoup plus ancré. On voit les faits, on agit sur les faits autant de temps qu'il le faut et on obtient des résultats. Ça, c'est une première clé parmi beaucoup d'autres. Alors dans les autres clés que tu décris, il y a des Mmh. clés de psychologie personnelle qui sont Ouais. assez intéressantes. Il y en a une où tu dis, quand on est face à l'adversité, décernons-nous un compliment objectif. Oui, je pense qu'il est bien. Moi, j'ai souvent été dans je suis un peu perfectionniste. D'ailleurs, je retire le un peu parce que je suis perfectionniste et je me soigne. Et ça fait longtemps que je me soigne. Bon, mais j'ai appris justement en me soignant de ce perfectionnisme exacerbé, j'ai appris à savoir se récompenser, se faire plaisir, parce que finalement la performance s'en ressent. Et en traversant toutes ces épreuves, il y a eu le sauvetage de l'entreprise et puis il y a eu cette deuxième affaire que je ne souhaite pas mon pire ennemi. Par moments, je me suis dit, mais où est le plaisir dans cette vie-là? Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons d'en avoir. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que l'on commençait dans notre entreprise à émerger, à refaire surface, à sortir la tête de l'eau, finalement, je me suis dit, savoure ça, savoure ce moment, parce que tout le monde disait que c'était impossible. Tout le monde disait que c'était impossible. Et puis finalement, c'est devenu un peu moins impossible, un peu moins impossible, un peu moins impossible, jusqu'au jour où c'est devenu possible. Et c'est en se faisant un peu plaisir, en sachant savourer, en sachant prendre le temps avec les équipes de dire, vous voyez, on n'y croyait pas, on l'a fait. Parce que dans notre entreprise, comme partout, euh, il y avait des pessimistes, mais alors vraiment chroniques. Chaque fois qu'on lançait quelque chose, ils nous disaient, c'est pas possible, à quoi bon, à quoi ça sert, c'est compliqué, on n'y arrivera pas, etc. Et plutôt que d'aller contre eux, on a eu, je peux pas dire l'intelligence, mais on a eu peut-être le bon sens de ne pas aller contre eux, justement, mais de les convaincre. Non pas de les contraindre, c'est-à-dire, au lieu de leur dire, mais sois pas pessimiste, ça sert à rien, tu nous aides pas, etc., tu es négatif, etc., on n'a rien dit de tout ça. On a pensé autrement les choses. Et on a plutôt pris des exemples de situations où nous avions réussi ce que l'on ne pensait pas pouvoir réussir, et on est revenu vers ces pessimistes-là, en leur disant, bah tiens, ça, tu vois, c'est marrant parce que on pensait pas réussir, tu vois. Hein, tu te rappelles quand on en a parlé dans le bureau l'autre jour, on disait, ça marchera jamais. Et puis si, ça a fonctionné. Et plutôt que d'aller frontalement leur montrer qu'ils avaient tort d'être négatifs à ce point, on a là encore pensé autrement les choses pour créer une dynamique et ne pas donner de conseils, montrer des exemples. Et peu à peu, je pense à 3-4 personnes là au moment où je parle, ces 3-4 personnes qui savonnaient la planche de toute l'équipe, à chaque fois, ben, peu à peu, on les a moins entendues. Chaque fois qu'on voulait lancer quelque chose, elles avaient un état d'esprit qui avait quelque peu changé. Je ne dis pas que ça s'est fait en un jour, ce serait faux, mais je dis que ça s'est fait. Et ça, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu as été tenté d'abandonner? C'est un métier dur, c'est la restauration, c'est des équipes, des horaires très lourds. T'as pas eu des tentations à un moment de jeter l'éponge? Eh bien, j'ai eu une telle tentation de jeter l'éponge, mais de manière définitive, qu'en 2013, j'ai écrit un livre qui s'appelait Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie qui améliore la vôtre. Pourquoi j'ai mis ce titre-là? Ben parce que, ayant les deux affaires à gérer, le sauvetage de l'entreprise d'une part et l'autre affaire que j'ai eu à gérer également, qui était un truc de fou furieux, c'était vraiment très dur. Et quand je dis très dur, je crois que je suis très en dessous de la vérité. Et quand le titre Craquer ou pas, et d'ailleurs j'en ferai un podcast, pour dire les choses, j'en ferai un podcast. Quand le titre Craquer ou pas m'est venu en tête, c'est parce que je me suis dit c'est tellement dur d'arriver à travailler comme un fou la journée sur le sauvetage de la brasserie et le soir pour comprendre ce qui s'est passé dans l'autre affaire et agir dessus, ça fait dur quand même. Eh bien, quand j'ai eu, comme tu le dis, l'envie de laisser tomber, j'ai eu envie de laisser tomber de manière définitive. Je me fais comprendre, craquer ou pas. Et la réponse fut non. Face à l'adversité, on reste debout, on ne craque pas. Parce que l'attitude que l'on a face à l'adversité, petite, moyenne ou grande, c'est un honneur, c'est une exigence intellectuelle, c'est une exigence personnelle. La vie est faite de haut et de bas, c'est une évidence, c'est une banalité que de le dire. Seulement tout est dans l'interprétation de ce qu'on en fait.
Et je pense que ce que j'ai vécu a été très, très dur, mais rétrospectivement, aujourd'hui, la vie me comble parce que je fais des conférences partout. Les gens sentent que ce que je raconte, ça vient d'un petit peu loin, et du coup, ça les touche. Et ce qui les touche me touche. Et en gérant ces 2 affaires, je m'étais toujours promis, si un jour je me sors de ces 2 affaires, un jour tu transmettras. Comment? Je n'avais absolument aucune idée. Et c'est un copain qui m'a dit un jour, mais pourquoi avec une histoire pareille, tu fais pas des conférences? Des quoi? Des conférences. Et j'ai commencé, 1, puis 2, puis 10, puis 50, etc. Et je crois que ça répond à ta question. Une autre clé, c'est le rôle des proches. On n'a pas le droit de craquer, on est face à des équipes très opérationnelles, une des plus grandes brasseries parisiennes, une exigence de qualité, d'engagement des équipes très fort. Et puis, forcément, il y a la faiblesse ou les moments de doute du dirigeant. Et là, tu parles beaucoup et très bien de l'importance des personnes de confiance avec qui on peut se lâcher. Ah oui. Dans quelle mesure on peut vraiment complètement se lâcher et sans abandonner cette force intérieure qui te tient? Je crois qu'on ne peut pas complètement se lâcher tout le temps, parce que il y a des choses qui sont à dire et d'autres choses qui ne sont pas à dire. Je ne peux pas motiver des équipes en leur disant de s'engager pour faire plus, etc. Et dans le même temps, leur dire que le banquier vient de me dire que si on mettait pas tant d'argent dans les 6 mois qui venaient, il coupait les vivres. Ça veut dire que la solitude du chef d'entreprise ou du manager, dans certains cas, hein, c'est pareil dans les gros groupes, il y a parfois des managers qui sont seuls, ça existe. Il faut l'accepter et savoir la gérer. C'est là où des expériences comme ça te tannent le cuir, parce que tu sais que tu ne peux pas tout dire. Et ce qui est terrible, c'est que quelqu'un va venir te voir avec un problème mineur pour toi, qui est en train de traiter pour sauver la boîte, mais pour lui c'est important. Et si tu souris pas, il comprend pas pourquoi tu ne souris pas. Et donc, la noblesse du métier entre guillemets de dirigeant, c'est justement d'être adaptable à toutes les situations, de te confier auprès de gens qui sont compétents et en qui tu crois pour ce que tu peux leur confier. Et si tu ne peux pas tout dire, c'est à toi d'assumer. Tu as le choix entre assumer et assumer. Voilà. Et comment tu t'es entouré en dehors de la brasserie et de cette autre affaire? Comment tu t'es entouré pour libérer cette pression finalement? J'ai commis une erreur avec un avantage et un inconvénient. L'erreur, c'était justement, comme j'étais du soir au matin et du matin au soir dans ces 2 affaires, je n'ai pas assez compté sur les autres. Ça, c'est l'erreur. Et s'il y a des managers ou des entrepreneurs qui nous écoutent, et je pense qu'ils sont des millions, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Je crois qu'un bon conseil, c'est de leur dire de s'entourer justement et de sortir, de lever le nez du guidon, ce que je n'ai pas fait à l'époque, parce que j'étais tout le temps au charbon. Donc, lever le nez du guidon pour aller voir leur père, pour aller voir d'autres expériences, pour aller se faire remonter le moral, ça c'est une bonne chose. Ça c'est mon erreur, que je n'ai pas fait à l'époque. L'avantage, c'est que si tu sors de ça, maintenant, à part que le ciel nous tombe sur la tête, comme disait Astérix, je suis pas, quoi qu'il arrive, si tu veux, je suis prêt. Oui. Je suis prêt. Ça ne veut pas dire que tu gagnes tout, hein, bien évidemment. Personne ne gagne tout. Ça veut dire simplement que face à l'adversité, souvent je publie sur LinkedIn là-dessus, parce que je voudrais que chacun, si je peux aider les gens, je voudrais qu'ils se lèvent face à l'adversité. Ça ne veut pas dire qu'ils gagneront tout. Nul ne peut tout gagner. Ça veut dire que s'ils se lèvent, s'ils font face, alors quoi qu'il arrive, ils sortiront par le haut de cette adversité. Et si tu sors par le haut de l'adversité que tu rencontres dans la vie, ta vie est réussie. Si tu restes à subir, recroquevillé, dans le monde de l'entreprise comme ailleurs, à la fin de ta vie, tu te dis, voilà, bien sûr, comme tout le monde, j'ai connu des bons moments, mais j'ai connu plein d'adversités. Mais est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour lui dire à l'adversité que j'étais présent, que j'allais me lever? Non, je ne l'ai pas fait. Eh bien, ça, c'est un regret éternel. Et la pire des choses, c'est d'avoir des regrets. Et moi, je ne veux pas avoir de regrets. À la fin de ma vie, je pourrais me dire, j'ai fait ce que j'ai fait. Voilà, je suis pas Elon Musk, et certains diront tant mieux. Mais
au moins je me suis livré, au moins je me suis donné, au moins, à chaque fois qu'il m'est tombé un truc sur le coin du museau, je suis pas resté dans le canapé. Je me suis levé, j'ai agi là où je pouvais agir. Voilà. Alors j'aimerais te faire réagir à une actualité il y a quelques jours. Didier Lombard, l'ancien patron d'Orange, a été condamné en deuxième instance pour une transformation qu'il avait menée tambour battant de l'organisation, qui en avait besoin, mais qu'il a menée avec beaucoup d'énergie et probablement un peu trop de brusquerie, puisque ça a créé des morts. Et alors je réagis à ça parce que une de tes clés, c'est prendre du recul et se dire finalement on ne gère qu'un business, il n'y a pas mort d'homme. Mais dans certains cas, il peut y avoir des tensions qui font telles qu'il y a des burn-out. Et dans le cas d'Orange, il y a eu des morts d'hommes, puisqu'il y a des gens qui se sont suicidés face à des situations qui leur paraissaient insurmontables. Comment est-ce que, dans cette période de crise, tu as géré les équipes pour éviter ces burn-out? Et on sait que dans le milieu de la restauration, surtout de la restauration haut de gamme, il y a une exigence opérationnelle telle que une très forte pression sur les équipes. Comment est-ce que tu ajustes cette pression pour que ça craque pas et qu'on n'arrive pas à des drames? Je crois que si tu es un manager ou un leader inspirant, c'est qu'il y a des raisons. C'est que tu as su parler à chacun et que tu as su prendre en compte les particularités de chacun. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être un nounou. Les employés ne sont pas des nounous. Les salariés ne sont pas des nounous. Et tu n'es pas là pour régler tous leurs problèmes. Mais si tu pars avec quelques règles de base, avec quelques valeurs, par exemple, comme celle de leur dire, voilà, en tant que dirigeant de l'entreprise, je suis là pour favoriser votre épanouissement et je suis là non pas pour régler vos problèmes, mais pour vous apprendre à ce que vous régliez vos problèmes. Vous. Si tu crées un certain nombre de valeurs comme celle-là, comme une autre qui me vient à l'esprit à l'instant, chez nous, on a décidé à un moment de lutter contre les non-dits. Les non-dits, ce sont de véritables poisons en entreprise. De véritables poisons. C'est comme la lave d'un volcan. Le jour où ça sort, alors là, ça fait des dégâts. Eh bien, on s'est dit tout simplement, chez nous, à partir de telle date, on fixe une règle. Cette règle, c'est on se dit les choses. On se dit les choses, ça veut dire j'écoute ce que tu as à dire, tu écoutes ce que j'ai à dire sur ce dossier, par exemple, et puis on en devise gentiment. Ça m'évite d'avoir des ressentiments contre toi, ça m'évite de te voir partir et une fois que tu as le dos tourné, d'aller te critiquer dans le dos auprès d'un troisième, et toi, tu fais la même chose. Et le fait qu'on ait supprimé les non-dits, on n'a pas tout supprimé, hein, parce qu'on va pas, on n'est pas chez les bisounours, hein, les ressentiments, la rancune, la compétition, la jalousie, tout ça, ça existera. Mais dire les choses. Dire les choses. Là, sur ce dossier, on aurait vraiment pu le gérer peut-être mieux. Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Voilà. On dit les choses. Eh bien, ça libère la parole, ça libère les énergies, ça libère l'envie, ça libère la motivation. Et si donc, pour répondre à ta question, si tu mets un certain nombre de valeurs comme ça d'entreprise au point, et que tu fixes les règles du jeu, c'est-à-dire que les gens qui rentrent chez nous, regardent quelles sont nos valeurs. S'ils n'adhèrent pas, mieux vaut qu'ils ne rentrent pas. S'ils adhèrent, l'équipe est comme ça. Et c'est ça qu'on a fait. Avec le temps, mais ça c'est fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été fantastiques. Alors pas tous, hein. Pas tous. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée de poste pour LinkedIn. Je vais mettre un truc parce que on parle beaucoup trop de bienveillance, de choses comme ça. Je suis pour la bienveillance, mais je trouve qu'elle est un petit peu trop mise à toutes les sauces. Tous les collaborateurs ne sont pas forcément des génies. Il y a aussi des tordus. Il faut savoir le dire. Mais le rôle du boss et le rôle du manager ou du leader, je ne sais pas comment on appelle ça, peu importe, c'est de comprendre les particularités de chacun. Et pour comprendre les particularités de chacun, il y a une chose qui est essentielle, me semble-t-il, c'est de savoir pourquoi il se lève le matin. Et dans des équipes comme les nôtres, qui étaient quelques dizaines, c'était une PME, c'était pas un grand groupe. Mais l'avantage de la PME, c'est que tu vois énormément de situations, tu es au four et au moulin. Et dans les équipes comme les nôtres, ce qui était important, c'est que j'arrivais à connaître les raisons pour lesquelles monsieur ou madame X venait chez nous le matin. Il y avait ceux qui venaient pour percevoir un salaire tous les mois. Il y avait ceux qui étaient enthousiasmés par le projet. Il y avait ceux qui n'en avaient strictement rien à faire. Enfin, il y avait toute une palette de choses. Mais si tu t'adresses aux gens, si tu sais ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, alors tu peux leur parler et tu peux faire que tous les objectifs personnels se fondent en un objectif commun, qui était en l'occurrence sauver l'entreprise.
Donc finalement, trouver en chacun ses leviers de motivation et Exactement. adapter son management Exactement. sur les leviers de motivation. Quoi. Exactement. Passer du temps. Ça n'est pas du temps de perdu. Alors, il faut pas, évidemment, tout est dans la mesure. Il s'agit pas de passer 4 jours avec chacun. Mais multiplier les occasions, mettre en place un certain nombre d'initiatives pour que tu puisses bien connaître la personne, sans être intrusif, mais bien connaître la personne, pour que finalement cette personne se dise, tiens, je suis important. Je suis pas un numéro. Je compte à ses yeux. Ben, ce gars-là, j'ai envie de travailler avec lui. Pas pour lui, mais avec lui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs que tu as distillées, instaurées, fait vivre Oui, dans la brasserie, et laquelle était a été la plus importante dans cette période de transformation? je ne saurais pas dire laquelle a été la plus importante, mais une me vient à l'esprit instantanément, c'est donc qu'elle a son importance, c'est de savoir tirer parti de l'erreur. Parce que quand j'arrive dans l'entreprise, je m'aperçois qu'on a commis beaucoup d'erreurs. Pour en être là où on en est, c'est qu'on a franchement commis beaucoup d'erreurs. Et je m'aperçois d'une deuxième chose, c'est que plus personne ne bouge une oreille. Plus personne ne prend la moindre initiative. Pourquoi? Parce que les équipes sont paralysées par les erreurs. Elles se disent, oh là là, on est déjà très très mal. Si jamais on commet une erreur, ça peut nous faire basculer. Si jamais je fais une erreur moi-même, tout le monde va me tomber dessus, le boss va pas être content, etc., etc. Du coup, plus personne ne prenait d'initiative. Mais quand il n'y a plus d'initiative dans une société, comment ça se passe? La société tombe. En tout cas, elle se sclérose. Nous, déjà qu'on était mal en point, si on se sclérosait en plus, alors là, ça sentait le sapin. Donc, je pense qu'on a libéré cela. Et on a permis aux gens de comprendre ce qu'était l'erreur, comment on en tirait parti, et on a permis aussi de leur demander d'oser davantage. D'oser davantage. C'est un grand classique aujourd'hui d'oser davantage, mais nous, quand on l'a fait, on a pris ce thème et on l'a décliné. Parce que oser, ce n'est pas faire n'importe quoi. Oser, c'est savoir sortir des sentiers battus, penser autrement. C'est vraiment ça, c'est savoir penser autrement une situation. D'habitude, on fait ça, surtout on bouge pas, on fait ça et c'est tout. Mais là, cette fois-ci, on va tenter ça. Et donc, on a libéré la parole, libéré l'énergie et on a osé davantage. Et ben, c'est peut-être là, comme ça, à y réfléchir, une des valeurs essentielles. Un jour, je me rappelle très bien, je suis sorti du bureau et dans un couloir, j'avais mis un truc tout bête, une banderole énorme. Chez nous, on ose. Point d'exclamation. Voilà. Finalement, dans tirer parti des erreurs, il y a le côté accepter d'avoir un regard franc sur une situation Voir ce qui est. et transformer finalement. Ça revient à ta première ta première valeur, la lutter contre les non-dits. Si je parle des erreurs, bah déjà j'ose parler de choses qui sont difficiles. Et puis derrière, je transforme une erreur en une leçon et donc en quelque chose de positif qui me donne envie de parler éventuellement d'autres erreurs pour pouvoir en tirer d'autres leçons. Donc, finalement, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Quoi. Tu me mets tu me rappelles quelque chose qu'on a fait une fois. Une fois, on s'était bien tous plantés collectivement, moi le premier, donc c'est bien, et on a déshabillé notre échec. C'est-à-dire qu'on s'est réunis un soir, et puis on a pris l'échec de haut en bas, on l'a déshabillé. C'était quoi l'échec? C'était, on avait raté un très gros contrat pour des repas à répétition avec un client parce qu'on n'avait pas été assez réactif, on n'avait pas été assez bon, on n'avait pas été assez présent. Bref, on n'avait pas été bon du tout. Voilà. Et c'était quand même embêtant parce que des quantités de repas comme ça haut de gamme sur plusieurs mois, c'est un budget. Et on l'avait raté. Et donc on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on l'avait raté. Et donc, alors les différents responsables du projet sont intervenus en disant c'est vrai, là on a oublié de faire ci ou on aurait dû faire ça, etc. On a déshabillé notre échec. Et une fois que ça a été fait, point ultra important, on a accepté notre échec et surtout, on est remonté sur notre cheval dans la seconde. Ça veut dire que je vois plein de gens qui, face à l'échec, tout le monde connaît des échecs. Bon, aujourd'hui, les coutumes, c'est courant de dire qu'un échec nous fait grandir, etc. Oui, mais moi, je voudrais aller un tout petit peu plus loin en vous disant que le véritable gagnant quand on rencontre un échec, c'est bien sûr celui qui accepte l'échec, mais c'est surtout celui qui, une fois après avoir accepté l'échec et l'avoir analysé, est capable de remonter sur son cheval tout de suite. Autrement dit, on tourne la page, on s'est planté, allez, c'est clair, c'est net, c'est acté, on s'est planté. Mais la différence entre celui qui va ruminer ça
Je comprends pas. Pourtant, on avait mis Jean-Pierre sur le coup, on avait mis le budget, on avait mis Manon, on avait mis tout ça. Mais c'est pas normal, je comprends pas, on s'est planté. Lui, il est toujours dans la dynamique négative. Et celui qui dit, bon, ok, on a vu l'échec, on s'est planté, ce client nous a échappé, ok, il nous a échappé une fois, il nous échappera pas deux fois, on remonte sur notre cheval tout de suite. Et on part à sa reconquête tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait. Dans tes conférences, tu parles souvent d'un bon optimisme et d'un mauvais optimisme. Est-ce que tu peux élaborer, c'est quoi le bon optimisme et le mauvais optimisme? Le bon optimisme est celui qui est crédible, qui influence la vie des collaborateurs et qui fait sens. Autrement dit, c'est un peu ce qu'on disait d'ailleurs au début. Au début, quand je suis arrivé en disant la situation est difficile, mais bon, j'y crois, je suis très optimiste. Ça n'a pas de prise. Si je dis je suis très optimiste pour telle raison, parce qu'on a obtenu tel résultat, là, ça change considérablement. Les gens ne sont pas contre le fait d'être optimistes. Les gens sont contre le fait que l'optimisme se résume à des incantations. Tu sais, on voit souvent des citations sur l'optimisme. Bon, c'est bien, mais ça suffit pas, c'est pas mobilisateur. L'optimisme, le bon optimisme, tiens, d'un mot, c'est celui qui donne envie. Pas envie pour des raisons, voilà, coucou, si c'est un peu bisounours, ça va le faire, mais envie parce qu'on voit des perspectives concrètes, concrètes. Si dans notre entreprise, on s'était contenté de dire à chaque fois qu'on allait s'en sortir, aujourd'hui, tu ne m'aurais pas invité parce que je ne serais pas là. On a concrétisé tous les tips, enfin tous les trucs que je publie sur LinkedIn. Ce sont des posts qui, derrière ces posts, font référence à des solutions extrêmement concrètes que l'on a mises en place sur le terrain. Et c'est ça l'optimisme opérationnel. C'est ce que j'appelle le bon optimisme. Non pas que l'autre soit mauvais, il en faut pour tout le monde, et c'est parfait si les gens sont aidés. L'essentiel, c'est que les gens soient aidés. Mais ce qui est plus important, et je crois l'avoir vécu d'assez près, c'est que chaque fois que tu prends la parole, cela doit résonner de manière concrète dans l'esprit des gens. Par exemple, aujourd'hui, dans les grands groupes, j'en fais toutes les semaines, tu vois des valeurs, par exemple, nous sommes pour l'excellence. Bah oui, moi aussi je suis pour l'excellence. Toi aussi, dans le job que tu fais, tu es pour l'excellence. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'excellence? Est-ce que tu imagines une société qui dise je ne suis pas pour l'excellence, je suis pour s'aborder le travail? Non. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est que cette valeur de l'excellence soit déclinée. Nous sommes pour l'excellence, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Excellence managériale, excellence du travail fait, excellence du service client, qu'on détaille. Et cet optimisme-là, il sera d'autant plus absorbé et véhiculé par les équipes qu'elles se diront, bah oui, c'est un optimisme, mais qui s'appuie sur quelque chose de concret. Voilà ce qu'est le bon optimisme, selon ma modeste expérience. Le bon optimisme, celui qui donne envie. Eh ben, écoute, tu nous donnes envie d'approfondir le sujet. Et pour ceux qui veulent approfondir, bien sûr, l'optimisme opérationnel au travail, Jean-Luc Udry, un immense merci de ta présence avec nous. C'est moi. Et on a sans doute, si vous avez des questions, vous les posez. Alors, suivant si vous êtes sur LinkedIn, sur GoToWebinar, sur YouTube. Et Charlotte va nous les donner. Alors, Charlotte, on la voit pas. Alors, Charlotte, on l'entend. On la voit pas, on l'entend, mais elle est là avec nous. On la salue. Je sais pas si on peut. Alors, il y a déjà quelques questions. On a quelques questions. Auditeurs. Voilà, Charlotte. Alors, la première question est de Bruno, qui demande comment l'optimisme peut s'appliquer dans un cadre actuel avec du télétravail ou des phénomènes comme le burn-out. Alors, c'est une question qui réfère visiblement à un cas particulier. Pour éviter les burn-out, il y a tout un contexte managérial à mettre en place. D'accord? Notamment d'être particulièrement attentif à la vie de ses collaborateurs. Mais je crois que pour voir beaucoup d'entreprises, je crois qu'on fait des efforts dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant parce qu'il y a des burn-out. Ce n'est pas le fait d'être optimiste qui va venir réparer un burn-out. C'est le fait de mettre plusieurs ingrédients dans sa tête qui va, lui, agir sur le burn-out. Pourquoi est-ce que je suis en burn-out? Qu'est-ce que j'ai fait de mon travail? Comment je l'ai abordé? Avec quel objectif? Quel a été mon engagement? Comment est-ce que mentalement je suis préparé? Est-ce que précisément j'ai un mental un peu fort ou un mental friable? Et quand on répond à toutes ces questions, on arrive à voir quels sont les points de faiblesse en quelque sorte. Si quelqu'un fait un burn-out, il y a des gens qui font un burn-out
parce qu'ils ont travaillé 40 heures. Il y en a qui font un burn-out parce qui ne font pas de burn-out en travaillant 70. Ça veut donc dire qu'il y a des différences de résistance et des différences de niveau. Donc je dirais à Bruno, d'abord bonjour Bruno, dans un premier temps, euh, comme je tiens à la qualité de ce que je dis, je ne vais pas te ou vous donner de réponse définitive parce que je ne connais pas votre cas. Et discuter sur un cas qu'on ne connaît pas n'a aucun sens. Je vais simplement vous dire de faire le tour de ce que vous vivez et de prendre ce que je viens de dire à l'instant, les 5 ou 6 points, pour vous poser la question de votre engagement, de votre intérêt pour votre travail. Est-ce que c'est un travail alimentaire? Est-ce que c'est un travail qui vous fait plaisir? Visiblement non. Et voilà, posez-vous, faites le diagnostic avec vous-même et quand vous voyez un point de fragilité, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous savez, pour motiver les gens et pour sortir d'un burn-out, c'est la même chose, c'est la même démarche en vérité. Il ne s'agit pas de motiver à tout craint. Il s'agit de lever les freins de la démotivation. C'est complètement différent. Si je vous donne une prime, rêvez pas Charlotte, c'est un exemple. Si je vous donne une prime, vous serez motivé pour vous ah oui, il est sympa, bon voilà, il a récompensé mon travail, vous serez motivé pour 3 jours et puis dans 3 jours vous aurez oublié la prime. Tandis que si je lève le frein de votre démotivation au travail, là ça va durer un tout petit peu plus que 3 jours. C'est pareil pour le burn-out, mais je ne veux pas aller plus loin dans cette réponse parce que je ne connais pas le cas de Bruno et parler sans connaître les choses, ça me gêne un peu. On a une autre question de Valérie qui voudrait nous dire que l'optimisme peut parfois être perçu comme un peu naïf. Comment répondre à cette critique en encourageant un état d'esprit plus positif? Que Valérie me suive, mais je crois que peut-être c'est déjà le cas si c'est la Valérie à laquelle je pense. C'est la différence entre l'optimisme et l'optimisme opérationnel, et je m'empresse de dire que si les gens avec de l'optimisme classique, d'intention, sont satisfaits, tant mieux, parce que ce qui compte, c'est qu'ils aillent mieux. La différence avec cet optimisme-là, c'est le côté opérationnel, c'est toutes les solutions que nous avons mises en place et que je ne vois pas ailleurs, mais peu importe. L'essentiel, c'est que l'on sache que c'est qu'on sache passer d'un optimisme d'intention, j'ai envie que ça marche, je croise les doigts, à qu'est-ce que je fais pour obtenir des résultats, du coup ça marche et du coup je suis optimiste. C'est ça, fondamentalement, la démarche nouvelle. Et c'est celle qui, moi, m'a permis de m'en sortir. Sinon, encore une fois, je ne serais pas là pour vous en parler. Et pour la prime, ça peut se rediscuter tout à l'heure. Il y a Juliette qui voudrait savoir les conseils que vous donneriez à des jeunes entrepreneurs pour rebondir après des premiers échecs. Alors, en France, il y a vraiment du travail là-dessus. On n'a pas droit à une deuxième chance, et c'est absurde. Bref, je pourrais écrire un livre là-dessus, tellement ça m'agace de voir qu'on est plombé. Bon, Juliette, si vous avez eu un échec, ayez le courage de voir ce qui est. Est-ce que cet échec est dû à des circonstances extérieures? Est-ce que cet échec est dû à votre personnalité, à votre engagement, à votre organisation, à l'absence d'un marché? Bref, faites déjà, c'est ça l'optimisme opérationnel, c'est se lever face à l'adversité. Vous avez connu un échec, très bien, il n'y a pas mort d'homme, de femme en l'occurrence. Regardez objectivement, au besoin où vous en accompagnez, quelles sont les sources de cet échec. Et si vous vous apercevez que vous vous êtes lancé dans la photographie argentique, bah aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon marché. Donc, ayez la force, et ça va vous aider pour tout le restant de votre vie et d'entrepreneur, ayez la force de vous regarder dans la glace objectivement, sans vous flageller, sans affect. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quels sont les faits? Votre échec, très bien, à quoi est-il dû? Une fois que vous avez trouvé ça, vous allez rebondir, c'est sûr. Si, et seulement si, vous avez une vocation d'entrepreneur. Parce que entreprendre, c'est pas un métier, c'est une vocation. Et si vous entreprenez avec la vocation, Juliette, tôt ou tard, si vous étudiez bien le marché, tôt ou tard, vous ferez quelque chose. Ne restez pas sur cet échec qu'en France on stigmatise, hein, alors qu'aux États-Unis, il faut quand même bien le dire, par exemple, un échec, c'est une source d'apprentissage et on vous donne une deuxième chance facilement. Mais on ne va pas regarder ce qui se fait ailleurs, restons chez nous. Si vous avez la niaque, si vous avez l'envie, si vous avez le courage d'être entrepreneur, vous y arriverez. Analysez simplement votre échec, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, remontez sur votre cheval tout de suite. Tout de suite. Ne ruminez pas, analysez l'échec, et une fois que c'est fait, c'est réglé.
vous passez à autre chose. Nous avons ensuite Jean-François qui voudrait savoir comment un manager peut rester optimiste quand le stress prend le dessus, enfin qu'il est lui-même stressé. Comment s'appelle-t-il? Jean-François. Jean-François, bonjour. Imaginez que si vous êtes un manager stressé, vous transmettez votre stress à toute l'équipe. Quand j'étais au milieu de ces deux affaires qui me plombaient la vie jour et nuit, je faisais une gueule d'enterrement jusqu'au jour où j'ai compris que c'était une fausse attitude et que ça n'aidait personne. Comment faire pour ne pas être stressé? Encore une fois, je ne connais pas votre cas particulier, donc il y a des raisons si vous dites ça, donc je ne veux pas me prononcer sur des raisons que j'ignore. Mais de manière générale, je peux vous dire que pensez que si vous transmettez votre stress, enfin, si vous êtes stressé, vous transmettez votre stress aux équipes et que ça fait boule de neige. Par conséquent, remettez-vous aussi tous les bons ingrédients de l'optimisme opérationnel dans la tête, suivez un peu tout ce que l'on fait et vous allez voir que, alors pas par enchantement, hein, je crois pas au truc qui tombe du ciel, moi, mais vous allez voir que si vous reprenez le contrôle de votre mental et si vous comprenez que transmettre votre stress n'apporte rien à personne, vous allez voir que les choses vont progressivement rebondir. Mais je ne peux pas en dire plus parce que ce sont des cas particuliers. Et discuter de tout, c'est discuter de rien. Donc, j'en resterai là sur ce point. Voilà. Et on a une dernière question de Thibaut cette fois, qui voudrait savoir comment l'optimisme, est lié à la résilience. Ah bah ça, la résilience, c'est quelque chose qui me parle un tout petit peu. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. J'en sais rien. Mais je vais vous dire, ça, ce sont des débats théoriques. C'est comme un peu le débat théorique qu'on a entre est-ce que il faut être un leader ou un manager. Vous voulez que je vous dise franchement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on agisse. Donc, résilience, optimisme, j'en sais pas. Il paraît que je suis un exemple de résilience parce que j'ai supporté pendant 30 ans des trucs un petit peu difficiles. J'en sais rien si c'est de la résilience, si c'est de l'optimisme, si c'est... Je sais que la niaque, l'envie de faire quelque chose. Pensez au jour où vous serez dans la boîte et que vous partirez pour un autre monde. Ce sera trop tard. Le combat contre l'adversité, c'est aujourd'hui. Appelez ça résilience, appelez ça optimisme, on s'en fout. Moi, ce que je voudrais vous demander de faire, c'est de vous lever pour agir, pour montrer qui vous êtes, pour apprendre, pour vous tomber, pour vous relever, parce que c'est votre honneur, c'est une exigence intellectuelle et à la fin de votre vie, vous aurez réussi. Vous aurez réussi à faire ça, quel que soit le niveau auquel vous parvenez. Parce que ce qui compte finalement, c'est pas le niveau où vous êtes. C'est ce que vous faites du niveau où vous êtes. Et c'est ça l'essentiel. Alors. Merveilleuse conclusion. Une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Très bien. Est-ce qu'il y a une citation, une phrase qui t'inspire particulièrement, qui t'aide à vivre? Oui. Vous n'êtes pas responsable de ce que la vie vous a donné, mais vous êtes responsable de ce que vous donnez à la vie. Eh bien, tu nous as donné beaucoup aujourd'hui. Merci. Un immense merci. Et peut-être un livre que tu nous suggères? Oui, en ce moment, je suis en train de lire le livre du professeur Joyeux sur le bonheur, sur la bonne humeur. Le titre exact m'échappe, c'est l'histoire d'une pianiste. L'aventure de la bonne humeur. L'aventure de la bonne humeur. Eh ben voilà. Eh ben c'est exactement celui-là. C'est l'histoire d'une pianiste qui s'interroge parce qu'elle a raté un concert. Elle est au 4e sous-sol et donc elle consulte. C'est un peu une sorte, c'est presque un roman, c'est pas simplement un catalogue de recettes. Je l'aime bien ce livre, je l'aime bien. Donc voilà, celui-là me paraît bien. Eh bien, un immense merci, Merci Jean-Luc, à toi. de ta présence avec nous. Merci à vous. Qui nous rend plus optimistes et qui nous donne envie de nous lever et d'aller plus loin. À très bientôt et je vous donne rendez-vous à tous pour une prochaine édition des Masterclass d'Excellence Managériale la semaine prochaine et nous parlerons d'onboarding des nouveaux, comment optimiser, mettre en condition les nouveaux arrivants grâce à une méthodologie innovante. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci.